môme, j'étais un bourreau de travail. C'est une vraie différence. Stéphane, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? C'est court, je m'appelle Stéphane Rothenberg, je suis animateur de télévision depuis pas si longtemps, parce que c'est une deuxième partie de carrière, on va dire une vingtaine d'années à peu près. Et puis avant j'étais journaliste, voilà, et puis ça fait effectivement, je suis sur M6, donc effectivement c'est une chaîne nationale, un groupe M6, parce que je travaille aussi pour W9 parfois, etc. Mais oui, ça fait un petit bout de temps que ça dure maintenant. Et est-ce que vous avez eu des échecs, des réussites? Comment est-ce que vous avez surmonté les échecs? Moi, ça a été surtout un long parcours. Ça, d'abord, je faisais de la presse écrite, puis ensuite, j'ai voulu faire de la télévision. Ça n'a pas été simple. Et c'est un monsieur qui s'appelle Philippe Bouvard, qui est une des plus grandes personnalités de mon métier. C'était un très grand journaliste, l'un des plus grands, très grand animateur de télévision. Vous êtes très jeune, lui, aujourd'hui, il travaille toujours. Il a 90 ans, je crois. Il est sur RTL, maintenant plus que le dimanche. Mais c'est un géant absolu de mon métier. Et c'est lui qui était fou de voiture comme moi. Il écrit beaucoup mieux que moi, qui m'a donné quelques conseils. Et il m'a dit, écoute Stéphane, tu as une vraie expertise dans la presse écrite, dans l'automobile, toutes les journalistes automobiles, c'est le meilleur moyen de rentrer à la télévision. Si tu veux faire de la télé sans aucune compétence particulière, ça ne marchera pas. Et alors que moi, je voulais vraiment arrêter de faire de la voiture. Et finalement, j'ai proposé la candidature à Turbo, voilà, qui était l'émission de voiture à la télé. Et j'avais une vraie expertise, pas de la télé, mais au moins j'étais un très bon journaliste automobile. Ils m'ont embauché, etc. Donc c'était très très bon. Échec. Ça a été surtout très très progressif. Et après, une fois que j'ai démarré ma carrière d'animateur, il y a des émissions qui marchent, des émissions qui ne marchent pas. Ça, c'est autre chose. Mais des vrais échecs, non. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la presse est en crise depuis des années, mais déjà à l'époque, il y a 25 ans, c'était déjà le cas. Et donc, j'ai connu des moments où j'étais licencié, des moments où j'avais pas de boulot, des moments où ça, j'ai eu. Mais c'était vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que j'étais pigiste très vite. Donc, il y a des moments où il y a des gens qui vous embauchent, des moments où il y a des gens qui ne vous embauchent pas. C'est ça, il faut s'accrocher, accepter qu'il y ait des vents contraires, qu'il y ait des phases. Mais voilà, c'était progressif pour moi. Très bien. Et justement, vous avez expliqué, vous avez utilisé le terme d'expertise. Ouais. Quelles sont pour vous les 3 qualités que doit avoir un présentateur animateur? C'est compliqué parce que y en a qui n'ont pas ces qualités-là et qui y arrivent quand même. Donc voilà, c'est difficile parce qu'il y a plein de types différents dans le métier. Il y a des gens qui font du divertissement, et des gens qui font du contenu. Encore une fois, il faut voir ce dont on parle. Dans le divertissement, on va dire donc, je vais dire Foucault, Nikos, etc., moi, Brognard, etc. C'est être capable de mettre une atmosphère. C'est très bizarre à dire. Le contenu, à la limite, on peut s'en arranger, c'est autre chose, il y a une équipe complète, etc., etc. L'humeur est quelque chose de déterminant. Le champion du monde pour ça, dans la décontraction absolue, c'est par exemple un Jean-Pierre Foucault. C'est un peu pareil, t'es un peu jeune, mais qui naturellement, quand tu le regardes, t'es bien. Il est capable de mettre une atmosphère comme ça, de bienveillance. Michel Drucker, champion incontestable. L'humeur. Après, il y a tout le reste. Mais si la tension est là, si ta mauvaise humeur passe, s'il y a quelque chose qui passe, c'est très compliqué. Or, sur un journaliste, on peut le passer, on peut lui pardonner. Un journaliste est là pour avoir l'information, pour avoir une réponse, pour avoir un truc, voire même un accident, un problème, un affrontement. Il y a eu des animateurs comme ça, des journalistes, qui étaient dans l'affrontement. On veut le choc. Un animateur de divertissement, c'est autre chose. C'est déjà quelque chose où tu viens, les gens, tu t'invites chez les gens, et il faut que... Ça n'empêche pas des émotions, de la tension, donc chez les jeux, donc il y a autre chose. Je pense que c'est ça. Et après, il y a 1000 autres trucs, mais aussi avoir conscience que, dans mes émissions, par exemple, la vedette, c'est pas moi. Très compliqué pour un animateur. La vedette, c'est les candidats, les chefs, que sais-je. Je suis là pour faire en sorte que tout ça fonctionne. De créer une harmonie. C'est ça. Mais c'est un rôle en second plan. En revanche, si je suis Cyril Hanouna, c'est moi la vedette. J'apporte les gens venaient chez moi. Mais ça dépend des émissions. Il y a des émissions où il faut que tu t'effaces derrière tes gens que tu mets en valeur. Quand tu es animateur de variété, il ne faut surtout pas être la vedette. C'est les artistes qui viennent. Si tu commences à toi te mettre en avant et à jouer du col, alors que tu es là pour mettre en valeur les artistes, c'est foutu. Ça ne marchera pas. Il faut les accompagner. Ça n'empêche pas que... Voilà, mais
Alors, donc tu vois, en fait, il faut bien comprendre son rôle par rapport à chaque émission. Chaque émission va demander quelque chose de différent à l'animateur. Tu te mets en vedette, tu te mets à l'écart, tu mets en valeur les autres, etc. Et il faut comprendre ça. Si tu animes toutes les émissions de la même manière, t'es mort. Alors bien sûr, on a un style, on a une patte, mais il faut comprendre, et je pense que... Alors après, c'est ma philosophie. Hein. Étant journaliste, au départ, mon rôle, c'est plutôt d'être un peu derrière. Voilà. Donc, ça ne m'a pas gêné d'être sur des concepts où finalement, j'ai ce rôle-là. Effectivement, je ne sais pas, si j'appelais ça, je ne sais pas, le show Stéphane Rothenberg, il faudrait que je me mette en vedette. C'est pas trop le truc. C'est pas dans ma culture. Et là, on parle justement de votre expérience professionnelle. Ouais. Comment est-ce que vous êtes adapté à cette médiatisation ? C'est difficile parce qu'on ne s'y prépare pas forcément. Après, c'est difficile à dire. Moi, j'ai la chance d'avoir une notoriété, j'allais dire douce. Elle n'est pas invasive. J'ai pas une horde de paparazzi en bas de chez moi. J'ai pas des choses comme ça compliquées. Moi, les gens sont gentils dans la rue, ils sont cool. C'est pas vraiment compliqué. Après, il suffit d'éviter 3-4 endroits l'été pour pas aller, pour être tranquille. Et ça va. Au fond, c'est pas si compliqué. C'est beaucoup plus compliqué quand il y a une énorme autorité qui ne dure jamais très longtemps. Hein. Mais tu vois, des gens de télé-réalité, je pense Loana à un moment, quelques animateurs dans des phases de très grandes vedettes. Et quand tu regardes, même Patrick Bruel par exemple, qui a eu, peut-être trop jeune, mais une période où c'était une autorité folle, absolue, des gens qui hurlaient devant chez lui. Aujourd'hui, c'est une énorme star, mais c'est quand même un peu baissé, c'est-à-dire qu'il n'a plus la folie qu'il y avait eu à l'époque. Les périodes où la notoriété est insupportable, souvent c'est jamais très long. Il faut juste être capable, mis à part pour les royautés, Elton John ou quelques autres, évidemment. Mais pour les gens, j'allais dire, voilà, dans les métiers à popularité, il y a un moment où ça secoue un peu, il y a un moment où tu es le centre du monde, mais ça change. Hein. C'est jamais... Mais ça, ayant fait ce métier assez âgé, ayant été derrière la caméra longtemps, pendant 10 ans j'étais derrière la caméra, tout ça je l'ai vu venir avant. Donc j'ai eu le temps d'analyser et de comprendre qu'il ne faut pas se griser quand tu as du succès parce que ça ne dure jamais, et il ne faut pas être déprimé si ça ne marche pas parce que ça peut revenir. Voilà, c'est le grand principe qu'il faut intégrer. Et si tu oublies ça, t'es mort. D'accord. Et comment, là on parle beaucoup de programmes, comment se passe la création d'un programme ? Est-ce que c'est vous, de votre propre imagination ? Est-ce qu'il y a des équipes en interne ? Est-ce que c'est des programmes qui vous appellent pour votre personnage et votre notoriété ? Comment tout ça, ça se profile ? Il y a 1000 cas différents. Il y a un grand principe aujourd'hui, c'est assez récent, hein, qu'on appelle les formats. Donc Pékin, Top Chef, The Voice, Colanta, qui ont été inventés par des équipes de création, parfois très petites, souvent effectivement en Hollande, en Angleterre, un peu moins en Amérique, parfois en France, il y a quelques jeux français, et qui sont vendus dans le monde entier. Donc ça, effectivement, c'est des formats, et là, effectivement, ils ont été créés, et on t'appelle. Après, il y a, Dieu merci, encore de la création en France, et des producteurs très créatifs. Frédéric Lopez, Arthur, sont des gens qui vont inventer des émissions et vont les animer ou pas d'ailleurs, et vont les faire. Tu as plein de cas différents. Tu as des créations mondiales, des formats que français, voilà, c'est très spécifique. Moi, j'ai eu des émissions, alors c'est plus des magazines, j'ai eu des émissions de voitures que j'ai créées, etc. C'est vrai que moi, je ne suis pas un créateur de format, c'est pas mon métier. Mais après, un talk show, pour te dire, tu ne peux pas déposer un talk show. Un show de chaise avec des gens et des questions, ça, même si tu fais un truc spécifique, tu ne peux pas le déposer parce que ça reste une émission d'interview. Donc le format de, je sais pas, de Ruquier ou de Hanouna n'est pas particulièrement déposable. Mais un jeu avec une mécanique, Colanta, c'est très facile à déposer. Je mets des gens sur une île, j'ai la femme, je fais des trucs, voilà, c'est un format, tu n'as pas le droit de le copier. Donc voilà. Donc oui, il y a plein de cas différents. Il n'y a pas de règles. Et puis moi, je suis disponible, voilà, c'est un truc à part. Hein. Mais des animateurs qui ne font que leurs émissions qu'ils ont imaginées, rien d'autre. C'était le cas pour Christophe de Chavannes. Alors pareil, il était un peu jeune, mais c'est quand même l'un des plus grands de notre métier. Il a eu beaucoup de mal à accepter d'animer des émissions qu'il n'avait pas créées. Il l'a fait, hein. Mais il a tellement animé des concepts qu'il avait créés qu'il a eu ça, au début ça l'embêtait un peu, quoi, hein. Bon. Et puis, il y a eu tellement une mode sur ces grandes émissions mondiales qu'on s'y est fait. Il faut savoir que je ne vais pas dire, mais jusqu'à encore 20 ans, le Loft a 20 ans, donc ça va être 20-25 ans, on ne faisait pas ça. Une émission que tu avais en Italie, tu ne la retrouvais pas en France, c'était rarissime. Aujourd'hui, c'est vrai que, comme la société est mondialisée, il y a beaucoup d'émissions mondialisées. Très bien. Chaque semaine, des millions de téléspectateurs vous voient à travers leur écran.
nous, en tant que téléspectateurs, on voit des candidats, un présentateur. Est-ce que vous pouvez nous parler des métiers de l'ombre et qu'est-ce qui a justement changé pendant les tournages avec la crise sanitaire? Alors, les métiers de l'ombre, il y en a beaucoup. C'est un travail d'équipe. Quand on est animateur de télévision et qu'on ne pense pas qu'on est juste un élément de l'équipe, on est fou. Ça, si on pense que tous les gens sont à votre service, c'est une folie. On est juste une des chevilles ouvrières d'une énorme machine. Top Chef, c'est 120 personnes au tournage, 60 personnes en post-production. Donc c'est beaucoup de gens. Je ne pourrais pas te dire tous les métiers, mais ça va effectivement des journalistes, caméramans, tous les techniciens de la vidéo, on peut comprendre, hein, des gens pour faire l'image, des gens pour faire le son, des gens pour monter, des gens pour créer les émissions, des gens pour encadrer les... Maintenant, je fais des émissions à candidats, des castings, des gens pour s'occuper des candidats, etc. Des rédacteurs en chef, c'est énormément de gens. Des assistants de prod, il faut aussi payer les gens, donc il y a des services de comptabilité, des services de paye, énorme. Il y a plein de métiers en télévision, plein, heureusement. Et c'est vrai que avant, il y avait peu de chaînes, relativement peu d'émissions. Aujourd'hui, il y a énormément de chaînes. Alors, il y a des chaînes qui achètent beaucoup de programmes tout faits, qui ont très peu de programmes. Mais globalement, il n'y a jamais eu autant de gens qui travaillent en télévision. Jamais. C'est étonnant, mais c'est vraiment aujourd'hui, je sais pas, hein, mais d'abord, ça a attiré beaucoup de monde. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de facilité à travailler parce qu'il n'y avait personne, vraiment. Hein. Et donc, ils avaient besoin de journalistes qui n'avaient pas fait de télé pour faire de la télé. Je t'assure que moi, mon temps, et j'ai encore jusqu'à quelques années, il y avait zéro chômage. C'est assez étonnant. Il y a un avantage, c'est que c'est des métiers, je ne parle pas du mien, mais même les techniciens, beaucoup mieux payés que la moyenne des gens. Le problème, c'est que c'est intermittent, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Les bons trouvent toujours du boulot. Mais c'est vrai que c'est un métier un peu compliqué à comprendre en France, parce que, à quelques restrictions près, il y a des producteurs qui embauchent des gens en CDI, mais quand même, globalement, c'est un métier précaire. C'est des métiers où, en revanche, on est très bien payé par rapport à la moyenne de ce qui se fait en France, mais un métier où tu n'as aucune visibilité, il y a une vraie pression. Les gens, à la fin de Pékin, généralement, le contrat est terminé, il n'y a plus rien à faire. Donc, après, il faut comprendre le métier. C'est compliqué pour moi de t'expliquer tout comme ça. Mais c'est vrai que c'est des métiers absolument formidables, mais très précaires. Il faut l'intégrer. Et là, vous avez parlé de la notion de candidature. Ouais. Nous avons aussi évoqué les équipes internes. Ouais. Vous avez évoqué pour le quotidien 20 minutes récemment qu'il y avait eu plus de 60 000 candidatures en seulement 2 appels pour Pékin Express. Ouais. Comment expliquez-vous un tel succès? Oui, alors c'est vrai que c'est fascinant, les gens ont envie de jouer aux jeux télé, quels qu'ils soient. Hein. Et c'est vrai que Pékin, c'est particulier. Je pense que à la fois la crise sanitaire, à la fois cette aventure incroyable, c'est un jeu vraiment unique. Hein. Ça fait envie. Les gens, comme c'est quelque chose qu'on fait avec quelqu'un qu'on aime bien, je pense que ça attire vraiment. Dans la télé, ils disent j'aimerais bien le faire. Le besoin de voyager, justement. Ouais, aussi. C'est le voyage, c'est l'aventure humaine. Déjà à l'époque, on avait 20 000 candidatures, on était bluffés. Chaque année, on bat le record. Il y a un moment où ça va s'arrêter. Mais alors, effectivement, tu as dit, il y a des moments où on fait que 2 appels à candidature. Là, cette année, on a 70 000. Il y a encore quelques années, on faisait 4, 5, 6 appels à candidature pour avoir 20 000. C'est étonnant. C'est comme ça. Difficile à expliquer. Vous parlez justement d'une longévité. Quel est le secret d'une telle longévité, que ce soit pour Top Chef ou même Pékin Express? Ouais, il y a effectivement quelques formats dans le monde qui durent très longtemps. Ils ne sont pas si nombreux. C'est une grande surprise. On essaie de comprendre. On se dit que c'est vraiment des mécaniques simples, faciles à expliquer en une phrase, avec un gros pouvoir émotionnel. C'est très difficile d'expliquer pourquoi il y a 6-7 émissions dans le monde qui marchent quasiment partout. C'est un peu moins vrai pour Pékin, hein, qui marche dans quelques pays, mais pas dans les pays anglo-saxons par exemple, mais qui marche très fort dans les pays latins. Mais oui, c'est vrai. Franchement, nous, quand on avait démarré, on se disait, allez, 7, 8 ans, 9 ans, et ça va s'user. Il y a énormément de formats dans le monde qui se sont usés au bout de 6-7 ans. Et puis, miraculeusement, il y en a qui ne s'usent pas. Mais c'est très... Alors, Top Chef, c'est étonnant parce que franchement, on pensait... il y a plein de formats dans le monde de Top Chef qui sont épuisés avec quelques années. Nous, il y a une passion française pour la cuisine, sans doute. Les équipes de prod sont exceptionnelles. Voilà. Mais c'est très difficile à expliquer. Mais c'est vrai que j'ai la chance d'être sur 2 formats qui ont plus de 10 ans et c'est pas si fréquent. En parlant de Top Chef, dans une interview pour Melty, le chef savant évoque les produits inutilisés dans Top Chef. Il dit qu'ils vont à la Croix-Rouge, mais également chez Stéphane Rothenberg. Oui, c'est vrai que... Alors, par contre, c'est vrai que qu'on voit dans Top Chef, il y a des garde-manger énormes, que les gens se rassurent, on n'achète rien. Déjà, à la fin de la journée, toutes les équipes, on est 140,
on repart avec un peu. Hein, voilà, parce qu'il y a des choses qui ne supporteront même pas d'être livrées à la Croix-Rouge, parce que le temps de voyager, elles sont déjà perdues. Donc tout ce qui va se perdre, on embarque. Je sais pas, vraiment les fruits les plus frais, les produits frais, les machins. Et puis après, l'essentiel part à la Croix-Rouge, tout ce qui n'a pas été ouvert, tout ce qui n'a pas été emballé. Et puis c'est vrai qu'on mange beaucoup sur le tournage, et c'est vrai que c'est un grand plaisir de taper dans les assiettes, de goûter des trucs. Ah oui, on est tous gourmands sur Top Chef, donc on en profite. Philippe Etchebest, lui, derrière Michel Saran, rajoute qu'il ne comprend pas car vous êtes comme ça. Qu'est-ce que vous lui répondez? Pas tant que ça malheureusement. Alors c'est vrai que je lutte, mais j'essaie de perdre sur Pékin Express les kilos que j'ai pris sur Top Chef. Mais non, c'est un vrai combat. J'ai pris progressivement, quand on regarde les rushs, enfin les historiques de l'émission, je prends quand même 1 ou 2 kilos par an que j'arrive pas à perdre. Il faut que ça s'arrête. Pendant les différents tournages qu'il y a eu récemment pour les derniers Pékin Express et Top Chef, la crise sanitaire est rentrée en jeu. Quelles ont été les modifications sur les différents tournages en termes de sécurité, en interne? Comment tout ça a été modifié? Alors, énorme problème. Alors, parce que globalement, l'idée c'est qu'on est testé tous les 3-4 jours. Le problème c'est que s'il y a 3 ou 4 personnes, je crois, testées positives dans un même endroit, on est déclaré cluster. Et là, tout le monde s'arrête. C'est ce qui est arrivé au début. C'est pour ça qu'il y a eu une interruption, par exemple, Top Chef l'année dernière, il y a eu un prep de 40 minutes. Parce que dans ces locaux, qu'on voit ici, Atlantis, c'est pour ça qu'il y a du bruit, il y a eu 5 ou 6 personnes et les autorités de santé ont déclaré l'ensemble du bâtiment cluster. Alors en fait, c'était celui d'à côté qui est beaucoup plus gros, et donc fermé. Imaginez toutes les prods, il n'y avait pas que nous, il y avait Marie au premier regard, il y avait les rêves du shopping, fermé. Pendant 15 jours, un cauchemar. Et on a mis en place des systèmes que vous voyez aujourd'hui pour éviter d'être cluster. Alors c'est un enfer, c'est-à-dire que pendant Top Chef, on était il y avait des cours en circulation, personne ne pouvait manger à la cantine, tout le monde était masqué en permanence, sauf les gens à l'antenne, tout le monde mangeait dans sa loge ou à part. Il y avait quantité de choses. Sur Pékin Express, on était en bulle, uniquement par bulle de 4, 5, et les autres n'avaient pas le droit de se voir, 140 personnes. On se parlait par téléphone ou par Zoom, mais on n'avait pas le droit de se regrouper. Normalement, on se regroupe tout le temps. Tout ça pour éviter, s'il y avait des cas positifs, de ne pas déclarer l'ensemble du tournage cluster. Et ça, c'est un deal que vous faites avec les autorités de santé. Ils disent, regardez ce qu'on fait, ils passent avec des médecins, ils vérifient, ils inspectent, ils disent OK. Parce qu'à 140 personnes, avec de moyenne, si vous les testez tous les 4 jours, statistiquement, vous aurez 5, 6, 7% de positifs. Donc de toute façon, chaque fois qu'il y avait des tests, tous les 4 jours, on avait toujours 5-6 personnes qui tombaient. On les remplaçait, mais au moins, on était tous ensemble. Et on n'arrêtait pas le tournage. Et tout le monde s'y est mis. D'ailleurs, vous avez dû entendre les tournages, je crois qu'il y a eu un Incroyable Talent qui a dû s'arrêter. Il y a eu quelques tournages. Pékin Express, notamment. Voilà, qui se sont fait avoir. Et alors, Pékin Express, on s'est arrêté parce qu'il y avait un confinement, un rapatriement. Mais on n'a pas été arrêté parce qu'on était cluster. Donc, aujourd'hui, ça y est, tous les tournages sont rodés. Tous les tournages font comme ça. Et du coup, tout le monde a pu se mettre à retravailler. Les tournages de cinéma, les machins, etc. On a tous pu recommencer à bosser avec ces règles sanitaires. Mais c'est vrai que ça a été un vrai souci. Stéphane, ce fut un plaisir de retracer votre carrière. Une petite dernière question. Pour retracer et faire le chemin inverse, que diriez-vous au petit Stéphane? C'est difficile à dire, mais c'est vrai que globalement, alors j'ai du bol. Alors, j'ai fait à peu près ce que je voulais faire. Maintenant, c'est pas la télévision quand j'avais 15 ans. C'était 3 chaînes, c'était voilà. Donc le monde a tellement évolué que bien sûr, je n'avais pas imaginé que je ferais des formats, que je ferais des machins. Donc c'est pas exactement ce dont je rêvais, mais c'est quand même pas loin. Donc c'est vrai que j'ai du bol. Je sais que ça a été beaucoup de travail, puis ça a été aussi une vraie connaissance de mon univers. Et c'est la chance que j'ai eue. Donc je dirais bravo pour ça. Ça t'a réussi. Tu voulais tellement bien connaître ton monde que du coup tu as réussi à le comprendre. Et par rapport à ceux qui ont, parce que j'avais plein de potes qui avaient les mêmes rêves que moi, qui n'ont pas exactement eu les mêmes parcours, certains vieux, si tant est qu'encore une fois, avec les qualitatifs, c'est difficile. Mais globalement, la clé, je pense, c'est de comprendre le milieu dans lequel tu es. Parce que c'est très compliqué, en fait. La télé, d'ailleurs, tu as me posé des questions très justes. Parce que c'est difficile de comprendre le métier dans lequel on travaille, quel que soit le métier. Je vois la cuisine, c'est pareil, je vois le truc. Et voilà, le truc que j'ai bien fait quand j'étais môme, c'est qu'à 13 ans, 14 ans déjà, je connaissais assez bien mon métier. Du coup, quand ça évolue, tu comprends, tu piges les voies de garage, tu piges les trucs où ça marche. Parce que, voilà, c'est fou comme ça change. Et donc, voilà, j'étais pas le champion du monde, loin de là, parce que j'avais plein de défauts, mais j'avais une sorte de compréhension du monde qui m'entourait. Et puis j'ai bossé comme un dingue. Aujourd'hui, c'est rien. Les animateurs, c'est pas des gros bosseurs. Le môme, j'étais un bourreau de travail.
C'est une vraie différence. J'aimerais à 50 ans avoir la capacité de travail que j'avais entre 20 et 35, qui était une sorte de folie. Mais tu fais des sacrifices terribles là-dessus. À 50 ans, tu n'as plus envie de faire les mêmes sacrifices. Mais c'est l'obsession du travail et la compréhension du monde compense les diplômes, plein de choses. Voilà. Et puis le respect du travail d'équipe. Tous les mecs qui se prennent pour des stars, ça ne dure jamais. Il faut respecter les gens, il faut respecter tous les gens qui travaillent avec toi, il faut, etc. Et ça, c'est ma mère, c'est mon père qui nous ont éduqués. J'ai tellement vu des gens aller dans le mur, j'ai tellement vu des gens qui se prenaient pour les rois du monde, qui écrasaient les autres. Ça ne dure jamais. Parce que dans notre métier, à un moment ou un autre, comme tu le dis, il y a un échec. Et dans ces cas, je peux te dire que personne ne te rattrape si tu t'es comporté comme un salaud. Si tu te comportes bien, attends, j'ai un truc, je vais être pour te dépanner, tu vas t'en sortir, etc. Et donc, moi, tous mes phases de truc, j'ai eu des gens pour me tenir la main et me filer un petit coup de boulot quand ça allait mal. Et ça, je le dois justement au petit Stéphane de 15 ans qui était pas trop mal éduqué, qui faisait gaffe et qui. Voilà. Enfin, j'espère. Stéphane, je tiens profondément à vous remercier. C'est un plaisir. Je suis très reconnaissant de votre parcours. Ça fait un plaisir et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Cool.